L'Iran, cible militaire directe d'Israël, désormais frappée aussi par les États-Unis, alors que le monde avait les yeux tournés vers Gaza, un autre front s'embrasait. Ce week-end encore, l'Iran a subi des frappes américaines quelques jours après l'attaque de l'armée israélienne sur des sites stratégiques. Téhéran a menacé en retour les États-Unis qui disposent de plusieurs bases aériennes et navales au Moyen-Orient. C'est la base américaine d'Al-Udeid au Qatar qui a finalement été visée lundi soir par l'armée iranienne. Donald Trump a ensuite annoncé qu'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël était acté, mais rien n'est moins sûr. Pour comprendre ce qui se joue derrière cette montée de tension, ce que vise Israël, ce que cherche Washington et ce que prépare Téhéran, nous recevons ce matin Maître Ardavan Amir Aslani, avocat international, fin connaisseur du Moyen-Orient et auteur de nombreux ouvrages consacrés aux sujets géopolitiques, dont Iran et Israël, juifs et perses. Il a souvent alerté sur les risques d'embrasement dans la région. Maître Amir Aslani, bonjour. Bonjour monsieur, merci de m'avoir invité. Et merci d'être avec nous. C'est parti pour l'entretien. Dans l'actualité du jour, on vient d'apprendre que Donald Trump annonçait un cessez-le-feu. Il l'a encore confirmé ce matin sur son site, sur son réseau social. Est-ce qu'on peut croire à ce cessez-le-feu des Américains ? Je pense que le cessez-le-feu va tenir, tout simplement parce que Trump ne peut pas se permettre d'aliéner sa base. Il a été élu lors de ce mandat et lors du mandat précédent avec la promesse qu'il allait mettre un terme à ce qu'il appelait ces guerres éternelles. S'il n'y avait pas de cessez-le-feu, il y aurait eu débordement. Donc pour pouvoir tirer les profits, si j'ose dire, de sa stratégie belliqueuse, il a l'obligation d'imposer aussi bien aux Israéliens qu'aux Iraniens un cessez-le-feu appelé à tenir. Et est-ce que, justement, le fait que l'Iran frappe les bases américaines, notamment au Qatar, l'Arabie Saoudite dit que cette riposte est injustifiable, est-ce que ça peut justement jouer contre cet éventuel cessez-le-feu? Certes, il a fait cette annonce après, mais il y a eu quand même cette attaque un peu avant. Non, je pense que tout cela, ça a été organisé. D'ailleurs, je ne comprends pas le commentaire des Saoudiens. Quand l'Iran se fait bombarder, une représaille serait injustifiable. Je trouve ça un peu particulier. Non, l'annonce de cessez-le-feu est intervenue après l'attaque iranienne sur la base d'Al-Udeid au Qatar, qui était d'ailleurs organisée conjointement avec les Américains, parce que les Iraniens avaient prévenu les Américains de manière à éviter les morts d'hommes, à empêcher l'escalade. Ils ont réagi parce qu'ils avaient l'obligation de réagir compte tenu du fait que leur pays est attaqué, mais après cela, l'entente était qu'il y aurait un cessez-le-feu. Justement, vous parliez de la position assez particulière de l'Arabie Saoudite. Que peut-on justement penser de la position des pays arabes plus généralement dans ce conflit? Alors globalement, je crois qu'on peut scinder les pays arabes en deux camps. Un camp où il y a 22 des 23 pays arabes qui se trouvent, qui sont globalement les pétromonarchies arabes du Golfe Persique et leurs alliés, qui se réjouissent, si vous voulez, de l'affaiblissement militaire de l'Iran, parce qu'ils considèrent l'Iran comme étant une menace pour leur prospérité et leur position avec les États-Unis. Il y a un pays arabe qui est le seul en fait qui a une attitude différente, c'est l'Algérie, qui a toujours soutenu, ne serait-ce que par la rhétorique, l'Iran dans ce conflit. L'Algérie a une position souveraine et indépendante qui dénote avec celle adoptée par la pétromonarchie arabe du Golfe Persique. Maître Amir Aslani, vous êtes expert géopolitique, vous avez souvent alerté sur le risque d'embrasement de la région. Mais dites-nous pourquoi, cette fois-ci, cette offensive israélienne a eu lieu? Pourquoi maintenant? Si vous voulez, c'est une question que beaucoup peuvent se poser. D'abord et avant tout, cette attaque israélienne, cette guerre déclenchée par Israël, incontestablement, est une guerre illégale, au mépris total des principes de la Charte des Nations Unies. Et également, si vous voulez, le moment choisi était fondé sur un prétexte totalement faux, un danger imminent de l'élaboration d'une bombe nucléaire par l'Iran. Alors que le responsable de la sécurité nationale américaine, Madame Tulsi Gabbard, avait dit au mois de mars dernier, sous serment, dans le cadre d'un témoignage adressé au Congrès, que l'Iran ne développait pas de bombe nucléaire. La CIA, dans un rapport qui date d'il y a un mois au grand maximum, a confirmé la même chose, que l'Iran ne développait pas une bombe nucléaire. Donc pourquoi attaquer l'Iran? Où était l'imminence de la chose? En plus, sous de faux prétextes d'imminence et de surcroît, si vous voulez, au mépris total du droit international.
si vous regardez le fond de ce problème, vous verrez que l'Iran, qui est un pays signataire du traité de non-prolifération, qui est signataire des accords portant sur l'AIEA et le contrôle des installations, se fait attaquer par 2 pays nucléairement armés. C'est le monde à l'envers. Si vous voulez, cette affaire-là a mis un terme définitivement à l'intérêt du traité de non-prolifération. Parce que ça prouve que le TNP n'est pas de nature à protéger les pays signataires et que le seul moyen de se protéger, c'est d'avoir la bombe nucléaire. Et je pense pour ma part qu'à terme, l'Iran ne manquera pas à revoir, si vous voulez, sa stratégie sur la question et se dire que la Corée du Sud ne s'est jamais fait attaquer parce qu'elle a la bombe. Alors que Saddam Hussein, Muammar Kadhafi en Libye se sont fait renverser justement parce que ces 2 pays n'avaient pas la bombe, alors que la Corée du Nord l'avait. Justement, est-ce que du coup les autres pays de la région vont-ils être incités à commencer justement un programme nucléaire pour peut-être se protéger? Cette affaire, parce qu'elle a bafoué le droit international, parce qu'elle a démontré que seules les puissances nucléairement armées peuvent en fait être protégées, va incontestablement lancer une guerre dans la quête du nucléaire. C'est-à-dire que tous les pays du monde voudront définitivement se doter de la bombe nucléaire. Seule manière de se protéger contre l'aventurisme des États-Unis. Est-ce que finalement cette opération menée par l'armée israélienne en Iran était une opération de diversion alors que le monde regardait ce qui se passait à Gaza? Si vous voulez, dans cette affaire-là, Netanyahou a cherché 2 choses. Voyant l'affaiblissement de l'Iran, de par l'anéantissement de l'élite du Hezbollah, et la destruction, si vous voulez, du Hamas, le renversement de la Syrie, Assad en Syrie, Israël a jugé que l'Iran était dans un moment de faiblesse historique et a profité de cette occasion-là pour mener cette guerre d'agression à l'encontre de ce pays. L'autre raison véritable, c'était pour détourner l'attention sur cette tragédie abominable qui se passe à Gaza. Il ne faut pas oublier que Israël est en train d'effectuer un acte que des gens autrement plus qualifiés que moi, juridiquement, qualifient de génocide. Pendant cette période-là, pendant ces 12 jours de guerre avant le cessez-le-feu, au moins 2 à 3 000 Gazaouis civils ont été massacrés. Ceux qui allaient chercher de la nourriture à des endroits indiqués par Israël, une fois arrivés sur place, des femmes, des enfants, se sont fait abattre par des snipers. Donc, bien entendu, cette affaire-là a aidé Israël à détourner pendant 12 jours au moins l'attention. Mais je pense que les exactions qu'Israël a fait subir à la population civile de Gaza sont telles que l'affaire reviendra de nouveau à la une de l'actualité. Lorsque les États-Unis sont intervenus il y a quelques jours en s'en prenant à des sites nucléaires iraniens, on a beaucoup dit que ça allait redéfinir le Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cette intervention américaine redéfinit le Moyen-Orient? Parce que déjà, si vous voulez, ça démontre aux yeux et vus de tous que les pays qui sont dépourvus de l'arme nucléaire ne sont pas protégés. Donc aujourd'hui, un pays comme l'Égypte, un pays comme la Turquie, un pays comme l'Arabie Saoudite, au même titre que l'Iran, se posent la question. Est-ce qu'il est nécessaire qu'ils se dotent de l'arme nucléaire, ne serait-ce que pour se protéger contre la volonté des États-Unis ou d'Israël de procéder à un changement de régime? Parce que ce que voulait faire Israël, ce que veut toujours faire Israël, c'est d'obtenir un changement de régime en Iran. C'est quand même extraordinaire qu'un pays qui est dirigé par un homme recherché par un mandat d'arrêt international pour crime de guerre, son ancien ministre de la Défense pareil, 2 de ses ministres fanatiques, Smotrich et Ben-Gvir, sous sanction internationale, le pays en tant que tel déféré devant la Cour internationale de justice pour fait de génocide, s'autorise à avoir la moralité de procéder à un changement de régime, de mettre un régime conforme à ses souhaits. C'est le monde à l'envers. Oui, ce sentiment qu'Israël fait un peu sa loi ou fait ce qu'il veut dans cette région, c'est un sentiment qui est légitime. Israël aujourd'hui jouit d'une impunité totale. Chaque matin, Netanyahou se lève et décide de bombarder ou envahir le pays d'à côté. En oubliant, si vous voulez, momentanément, la tragédie du carnage et du génocide de Gaza, où nous avons au moins entre 65 et 70 000 morts reconnus, et Dieu sait combien de pauvres Palestiniens assassinés se retrouvent sous les décombres, puisque le pays est rasé, Gaza est rasé. Le lendemain, il se lève, il envahit le Liban, 6 000, 7 000 morts. 2 jours plus tard, il attaque la Cisjordanie, territoires occupés, où d'après le droit international, la puissance occupante, si vous voulez, a
l'obligation de l'assurer la sécurité. Envoyer les colons les plus fanatiques, déployer son armée et tuer des milliers de personnes en Cisjordanie. Et derrière, partir bombarder la Syrie. Et derrière, le lendemain, partir bombarder l'Iran. Nous avons aujourd'hui un État qui est un État hors la loi, comme les Américains, un rogue state, qui fait ce qu'il veut sans rien risquer. Chose incroyable, en France, alors qu'Israël a incontestablement pris l'initiative d'attaquer l'Iran, de déclarer la guerre à l'Iran, sans l'avoir déclaré d'ailleurs, le président de la République française trouve le moyen extraordinaire de proclamer qu'Israël a le droit de se défendre. C'est se dire à quel point, si vous voulez, on est à côté, pardonnez-moi, de la plaque, où le pays qui est la victime d'une agression étrangère devient l'agresseur, où le pays agresseur se complaît dans une position systématique de victimisation avec des pays comme la France ou l'Allemagne qui se ruent à son secours. J'ai entendu des choses incroyables. Le chancelier allemand qui dit qu'Israël fait le sale boulot. C'est-à-dire que où est le droit international aujourd'hui? Nous sommes arrivés dans le chaos en matière juridique. Il n'y a plus de droit international. Vous venez de parler d'Emmanuel Macron, donc j'en profite. Si vous étiez autour de la table des conseillers d'Emmanuel Macron, que lui conseilleriez-vous là, dans ce moment-là précis? Je dirais, messieurs, souvenez-vous du général de Gaulle. Souvenez-vous du positionnement qu'il avait réservé à la France en tant qu'honnête courtier à l'échelle internationale. Une autre voie d'indépendance qui pouvait ramener les pays qui sont ostracisés et exclus de la communauté internationale dans la communauté des nations. Vous faites exactement l'inverse. Aujourd'hui, l'Europe n'existe plus dans la diplomatie internationale. Ces discussions entre Iran et Israël ont été directement menées, si vous voulez, par Washington. Alors que les Iraniens négociaient avec le groupe E+3, c'est-à-dire les représentants des affaires étrangères de l'Europe, plus l'Allemagne, l'Angleterre et la France, les Américains envoyaient leurs bombardiers bombarder l'Iran. Je dirais, quel manque total de respect peut-on avoir pour l'Europe qu'à un moment où les ministres européens sont à une table de négociation, les bombardiers sont en route pour faire exactement l'inverse. Justement, les pays européens n'ont plus trop leur mot à dire, ou en tout cas ont perdu de leur influence dans ce genre de conflit. Je dirais qu'il n'y a plus d'influence. L'Europe a déjà témoigné, ne serait-ce que sur son propre continent, avec l'affaire tragique de la Serbie, que pour maintenir la paix sur son propre continent, l'Europe a besoin des États-Unis. En plus, l'attitude de l'Europe sur la question, si vous voulez, fait qu'aujourd'hui, ne serait-ce que la question de l'Afrique. La France, il y a 20 ans, avait une certaine présence en Afrique. Aujourd'hui, la France n'a aucune présence en Afrique. Donc, on constate, si vous voulez, un déclassement de la position européenne dans les relations internationales. Tout se décide uniquement à Washington en ce qui concerne le camp européen. Et puis, si vous voulez, les médias mainstream tels qu'on les constate aujourd'hui, qui sont devenus quasiment des chaînes de propagande, qui reprennent, si vous voulez, systématiquement les points de vue de l'armée israélienne. D'ailleurs, l'un des interlocuteurs les plus fréquemment invités, c'est le porte-parole de l'armée israélienne. Exactement. Dans des débats télévisés. On voit des choses quand même qui m'atterrent, qui ne sont pas à interpeller les autres. Aujourd'hui, l'Europe n'existe plus comme voie pertinente. Aujourd'hui, l'Europe a décidé de se ranger totalement derrière la position américaine, sans réfléchir, sans s'interroger et sans être une force de proposition. La Russie est considérée comme un allié de l'Iran, mais on l'entend trop peu, Vladimir Poutine, depuis le début de ce conflit. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il est trop occupé avec la guerre en Ukraine? Je crois que la Russie, aujourd'hui, suit la même stratégie historique, c'est-à-dire apporter son soutien rhétorique et dans la pratique rien. Puisque la seule chose qui intéresse les Russes, c'est d'en venir à bout du conflit en Ukraine, de récupérer la région de Donetsk et Lugansk et la Crimée, et demander aux Américains de lever les sanctions contre ce pays. Ils n'ont pas les moyens militaires, ils n'ont pas les moyens économiques d'apporter leur soutien aux Iraniens. D'ailleurs, s'ils l'avaient fait, ça aurait entraîné la Russie dans un conflit quasi frontal avec les Américains, chose qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne peuvent pas se permettre. Revenons au point de départ, et notamment l'Iran, donc qui dispose enfin en tout cas qui fait en sorte de disposer de l'arme nucléaire. C'est dans quel but que ça a été voulu, et est-ce pour se protéger ou dissuader d'autres de les attaquer? Si vous voulez, on a bien vu dans ce conflit que l'Iran n'avait pas l'arme nucléaire. On a bien vu que l'Iran n'était pas, en fait, même pas capable d'assurer la protection de son espace aérien, puisque les Iraniens et les Israéliens entraient et sortaient à leur guise. L'Iran, si vous voulez, n'avait pas la bombe nucléaire. Il faut se rappeler cette histoire. Le 14 juillet 2015, l'Iran a régularisé un accord international qui s'appelle l'accord nucléaire, la JCPOA, qui en fait plafonnait la faculté pour l'Iran d'enrichir de l'uranium sur son sol à 3,67, qui est nécessaire pour ce besoin pacifique.
Et cet accord est resté en vigueur pendant 2 ans et demi jusqu'à ce que Trump, à l'occasion de son premier mandat, décide de retirer les États-Unis. Les Iraniens, dans le cadre de 11 rapports successifs de l'AIEA, ont démontré qu'ils respectent à la lettre l'engagement. L'Amérique est sortie, les Européens, bien entendu, n'ont pas respecté leurs engagements, et on est arrivé là. Et les Iraniens, en réaction par rapport à cette situation, ont décidé d'enrichir de l'uranium au-delà de 3,67. Ils sont arrivés à 20% et à 60%. Mais ils n'avaient pas pris la décision de fabriquer une bombe, de militariser l'engin, décision d'ailleurs qui n'a jamais été prise et qui a été actée et reconnue par les services propres des États-Unis. Ce qui aboutit à la situation ridicule où les services américains disent ouvertement, clairement, par devant le Congrès, que l'Iran ne cherche pas à avoir la bombe et que le président américain, lors d'un vol, déclare qu'il ne comprend rien à la responsable de la sécurité américaine et qu'en fait, l'Iran est à 2 doigts d'avoir la bombe. Donc, en fait, ce qui veut dire que la raison a disparu et que les cris du cœur et la propagande l'emportent. Est-ce que Donald Trump, par rapport à ses prédécesseurs, a une vision de l'Iran différente de celle de Joe Biden, de celle de Barack Obama avant, ou encore plus loin, George W. Bush ou Clinton? Les États-Unis aujourd'hui cherchent à réaliser 2 choses. Assurer la prééminence d'Israël dans la région comme la seule puissance nucléaire capable de menacer, d'envahir tous les pays de la région sans que les autres pays soient capables de se défendre. Et deuxièmement, faire en sorte à ce que l'Iran puisse se transformer en grand marché économique pour les États-Unis. N'oubliez pas que le parti idéologique de Trump s'appelle Make America Great Again, faire de l'Amérique un grand pays encore, et il regarde vers l'Iran, il louche vers l'Iran comme étant un grand marché qui peut représenter des milliards de dollars de contrats pour les Américains. Rappelez-vous que lors du premier accord avec le groupe des paiements permanents du Conseil de sécurité plus l'Europe, on a estimé que l'Iran représentait 1000 milliards de dollars d'investissement sur les 20 prochaines années. Imaginez ce que ça représente aujourd'hui, maintenant, 10 ans après, et puis également, hélas, avec les bombardements américains réalisés qui nécessitent une reconstruction réelle. Parce que contrairement à ce qu'ont dit les Américains, des sites civils ont été pris pour cible, des raffineries dans la banlieue de Téhéran, des journalistes, la radio-télévision iranienne a été pour cible, des champs gaziers dans le sud ont été pris pour cible. Donc l'Iran a besoin d'être reconstruit et les Américains espèrent, d'une manière ou d'une autre, avoir la main haute sur cette affaire. Justement, la population iranienne, comment vit-elle ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a une sorte d'union sacrée autour du régime, alors que c'est un régime qui était très contesté ces derniers temps? Comment ça se passe? Vous êtes vous-même iranien, donc vous avez peut-être des nouvelles des gens qui sont sur place. Je suis en relation avec la population iranienne, avec des amis et la famille que j'ai, quelques personnes en fait. Et globalement, les Iraniens sont divisés entre plusieurs sentiments. Un sentiment de colère absolue à l'égard d'Israël et des États-Unis, qui, pendant les 12 derniers jours, si le cessez-le-feu tient, n'ont eu de cesse de bombarder leur pays et de tuer des civils, et un sentiment de colère à l'encontre du pouvoir théocratique qui a mené le pays à cette position-là. Les Iraniens, dans leur majorité, ne veulent pas de cette théocratie. Donc ils veulent que ça change. Mais ils ne veulent pas que ce changement-là leur soit imposé par un criminel de guerre sous mandat international venant de l'étranger. Quelle serait d'ailleurs la crédibilité d'un gouvernement pour lequel il y aurait un changement de régime qui serait mis en place par Netanyahou? La une de Libération aujourd'hui parle de Ali Khamenei et en parle comme d'un fantôme. Est-ce que Libération se trompe? Est-ce qu'il est présent ou est-ce que vraiment il est vraiment invisible actuellement? On était dans une situation, en tout cas pendant que la guerre continuait avant le cessez-le-feu, où les Israéliens, conformément à leur spécialité, ont pris pour objectif l'assassinat des dirigeants du pays. Donc au même titre que les Israéliens eux-mêmes, lors des campagnes de bombardement, se cachent, si j'ose dire, dans des abris, les responsables iraniens du régime iranien faisaient pareil. Alors, c'est un homme qui a plus de 80 ans, dans le contexte aujourd'hui, c'est la plus haute autorité politique du pays. Et je pense que c'est normal qu'il ne soit pas très visible dans le cadre d'une campagne de bombardement menée par l'étranger. Est-ce que finalement, ces frappes israéliennes et américaines, est-ce que paradoxalement, elles ont renforcé le pouvoir des gardiens de la révolution à l'intérieur du pays? Si vous voulez, les gardiens de la Révolution, c'est une sorte de complexe militaro-industriel disposant d'une armée idéologique. C'est la seule force organisée avec des moyens en Iran. Cette affaire-là va sûrement aboutir à une prise de contrôle à terme
par cette force. Moi, je pense que même si cette histoire-là, à date d'aujourd'hui, n'a pas réussi à obtenir un changement de régime en Iran, graduellement, il va y avoir un changement. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre la théocratie islamique, la gérontocratie au pouvoir et la volonté de l'immense majorité des Iraniens qui aspirent à plus de liberté sociale, plus de liberté politique, à pouvoir réintégrer la communauté internationale. Le changement est inévitable. La question était, est-ce que ce changement viendra de l'intérieur, du fait des efforts des Iraniens eux-mêmes, ou sera imposé par l'étranger, par les Israéliens, en ramenant un candidat de l'étranger pour l'imposer de force sur l'Iran. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller plutôt vers un changement de l'intérieur. Donc vous le dites, hein, le régime des mollahs peut tomber, mais qui pour le remplacer? Est-ce qu'il y a déjà un mouvement populaire ou un homme politique qui pourrait remplacer ce... Un des problèmes de l'Iran aujourd'hui, c'est qu'il y a une absence totale d'opposition organisée. Les mouvements d'opposition à l'étranger passent leur temps à se bagarrer entre eux-mêmes, ne sont pas crédibles, n'ont pas de base sur place. En Iran, il y a des opposants. Les opposants sont souvent en prison, dans la fameuse prison d'Evin, où Israël a trouvé le moyen de les bombarder avant-hier. C'est quand même extraordinaire. Y compris prix de Nobel de la paix, une femme avocat iranienne qui est mondialement respectée, qui est dans la même prison. Heureusement, elle n'a pas été touchée. Cette affaire-là, si vous voulez, traduit réellement un vide total en termes d'opposition. Ce qui d'ailleurs aide le pouvoir en place à se maintenir, puisqu'il n'y a pas une opposition crédible, charismatique, organisée à l'étranger. Donc, le changement, globalement, ne peut venir que de l'intérieur, avec des mouvements locaux qui existent, qui vont être organisés, et je pense, ne serait-ce que pour assurer la survie de ce pouvoir en place, mis en avant. La situation, plus globalement, dans la région, jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on peut basculer, finalement, si tout n'est pas respecté, si le cessez-le-feu n'est pas respecté, dans une guerre beaucoup plus importante, selon vous? Il aurait suffi pour les Iraniens de ne pas prévenir les Américains et de bombarder sans prévenir les bases américaines dans la région. Si vous voulez, l'Iran est censé être une menace pour les États-Unis, mais je vous rappelle que l'Iran est à des milliers et des milliers de kilomètres des États-Unis, alors que l'Amérique a 40 bases à la frontière iranienne. 40 bases. Donc si les Iraniens avaient ciblé les bases américaines et qu'il y a eu mort d'hommes, et qu'ils avaient lancé, si j'ose dire, leurs alliés en Irak, en Syrie, en conflit avec les bases américaines, ça aurait déclenché incontestablement une guerre régionale. Ils auraient pu tirer sur les gisements miniers d'hydrocarbures saoudiens, ils auraient pu tirer sur les raffineries saoudiennes, comme ils l'avaient fait en 2019. Ils auraient mis à terre 50% de la production du pays. Ils auraient pu tirer sur les Émirats. Et tout cela, ça aurait abouti à mettre un terme au projet Vision de 2030 du prince héritier saoudien, et ça aurait mis la région à feu à sang. Et le Pakistan aurait pu intervenir. Tout aurait pu. La Chine aurait pu intervenir. Parce que personne n'avait envie que cette affaire-là finisse par l'écroulement de l'Iran. N'oubliez pas qu'en dehors de la question israélienne, l'Iran représente le seul pays qui a des gisements d'hydrocarbures majeurs dans le monde qui n'est pas totalement dominé par les États-Unis. Et donc la Chine, qui est totalement dépendante pour ses importations, des importations pétrolières venant du Moyen-Orient, a besoin d'avoir un Iran indépendant pour ne pas tomber, si j'ose dire, sous la tutelle des États-Unis en matière énergétique. Donc, inéluctablement, la guerre devait s'arrêter, et ça devait s'arrêter vite. Donc, très bien, merci d'avoir été avec nous. Si je comprends bien ce que vous nous dites ce matin, pour vous, ce cessez-le-feu va effectivement avoir lieu et la guerre devrait s'arrêter. Sans être Madame Soleil, je pense que les raisons que j'ai évoquées font que, dans l'intérêt de Trump aux États-Unis, dans l'intérêt du non-débordement, et également, n'oubliez pas, Israël a subi des attaques iraniennes en représailles. Tel Aviv a été profondément frappé, Haïfa a été frappé. Personne n'a envie que cette histoire-là continue. Pour l'ensemble de ces raisons-là, je pense que ce cessez-le-feu va tenir, et je pense qu'il va y avoir des accords qui vont être négociés entre l'Iran et les États-Unis, portant sur la question nucléaire, parce qu'on ne peut pas priver un pays qui signe un traité de TNP du droit d'enrichir de l'uranium sur son sol. C'est son droit le plus légitime. Donc, l'Iran ne veut pas être le seul pays au monde qui n'a pas le droit de le faire, alors que l'Arabie Saoudite bénéficie d'une offre américaine pour le faire. Maître Amir Aslani, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle, vous êtes avocat international, spécialiste des enjeux géopolitiques. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Convaincre plutôt qu'interdire ». Vous pouvez le trouver dans vos meilleures librairies. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de suivre Le Média, de nous soutenir sur soutenez.lemediatv.fr. N'hésitez pas à faire un don ou à devenir un socio de notre génial média, je peux le dire, média indépendant, et qui permet justement, comme aujourd'hui, d'avoir une information libre.